Bonjour et bienvenue dans cette conférence en ligne dédiée à la transmission des exploitations vers les nouveaux porteurs de projets. Voilà, donc je m'appelle Jean-Michel Drouin, je suis conseiller au service installation-transmission de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Je suis aussi l'animateur de cette conférence qui se terminera vers 14 h. Cette conférence en ligne s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'installation et de la transmission et est organisée par l'équipe transmission de la Chambre d'agriculture en collaboration avec l'ensemble du réseau Transmission de Bretagne, qui regroupe plus d'une vingtaine d'organismes au travers d'une charte qui fait la promotion du renouvellement des générations. Pour les raisons que vous connaissez, nous avons organisé cet événement en webinaire. Une quinzaine de mini-conférences de 45 minutes vous sont proposées depuis le début de la semaine, visio que vous pourrez consulter en replay sur nos réseaux. Alors donc aujourd'hui, cette conférence que nous avons intitulée « Des pistes pour améliorer la transmissibilité de l'exploitation » part de l'analyse des porteurs de projets, de leurs attentes. Le nombre d'installations reste constant depuis plusieurs années, environ 480 installations aidées en Bretagne. La baisse du nombre de reprises dans le cadre familial est largement compensée par le nombre de candidats non issus du milieu agricole. C'est un métier qui attire. Alors, donc en partant de cette analyse, essayons de voir quels pourraient être les leviers pour rendre l'exploitation encore plus attractive. Pour commencer, nous parlerons du contexte actuel de l'installation de transmission en Bretagne et plus particulièrement des projets hors cadre familiaux. Puis s'en suivra une réflexion sur l'aménagement parcellaire, qui semble être le point clé, et aussi sur l'agriculture biologique. Donc nous aurons quelques chiffres et puis les grands principes de la bio, de manière à échanger, à réfléchir sur les évolutions possibles de l'exploitation. Nous allons aussi faire le point sur les exploitations spécialisées, notamment les exploitations hors sol. Et enfin, nous aborderons les points de vigilance pour bien transmettre qui nous semblent importants. Alors, à ce stade, je voudrais vous présenter nos différents intervenants afin que nous puissions entrer directement dans le vif du sujet. Donc, Annette. Oui, bonjour. Donc, Annette Hureau, je suis conseillère transmission et basée en Ille-et-Vilaine. Et je travaille aussi sur les relations humaines dans l'exploitation. Cyril, bonjour Cyril. Oui, bonjour à tous. Donc Cyril Guérillot. Donc moi je travaille à la Chambre d'agriculture au service territoire et je suis basé en Ille-et-Vilaine à Rennes et je travaille particulièrement sur le foncier, donc c'est-à-dire les échanges amiables. Bonjour Swazig. Oui, bonjour, Swazig Perche. Je suis conseillère bio pour l'Ille-et-Vilaine. Voilà, je suis basée à Rennes et j'accueille particulièrement les porteurs de projets lors de leurs entretiens 3P. D'accord. Et pour illustrer cette visioconférence, nous avons la chance d'avoir le témoignage de Frédéric qui nous fera un retour d'expérience sur les aménagements qu'il met en place sur sa ferme. Et enfin, pour être complet, nous avons ma collègue Laurence Chesse qui, en coulisses, là, qui va réceptionner vos messages. N'hésitez pas à appeler par SMS au numéro qui s'affiche, le 06 30 98 09 06. Annette, je te propose de commencer, de nous parler du contexte de l'installation-transmission dans notre région. Oui, donc tu l'as déjà un peu évoqué. Les chiffres de l'installation nous montrent qu'on est dans une bonne dynamique dans notre région, puisque voilà, ça fait plusieurs années qu'on approche des 500 jeunes qui s'installent chaque année avec les aides. Ce qui nous permet d'être situés en deuxième position au niveau des régions françaises. Les installations dans notre région sont réalisées toujours avec une bonne part en production animale. La production laitière représente, elle, parmi ces productions, 40% des projets. Donc voilà, 40% des 485 installations se sont faites en lait. Qu'est-ce qu'on a comme tendance importante, c'est que l'agriculture biologique continue sa progression. En 2019, on avait 32% des projets réalisés en agriculture biologique. Et troisième donnée importante, c'est 39% des installations qui se font hors cadre familial.
pour avancer sur cette question de transmissibilité des exploitations, on peut faire un zoom sur les candidats qui sont inscrits au RDI, donc au répertoire des parts installations, pour se rendre compte de finalement ce qu'ils recherchent comme exploitation pour mener à bien leur projet. Et on s'aperçoit que pour les 3/4, 77% cherchent à s'installer en exploitation individuelle. Et que cette fois, on est à 50%, plus de 50%, 52% souhaitent réaliser un projet en agriculture biologique. Que dire par ailleurs sur les productions qu'ils souhaitent mettre en œuvre? Donc, le graphe vous montre que là encore, on a aussi un panel de production assez large avec, il reste une part importante en production animale, mais on voit bien que les projets avec des productions végétales continuent de se développer. On est à peu près à un tiers dans ce graphe. Et le lait représente 20%. Si l'on continue à regarder les tendances pour ces porteurs de projets en recherche d'exploitation, on peut voir que sur les surfaces, Jean-Michel, si tu veux bien passer la diapo suivante. Ici, c'est un graphe qui représente comment se répartissent les surfaces recherchées par ces candidats. Donc, sur les 263 données qu'on avait ici en 2019, on voit que 27% cherchent du foncier à hauteur de moins de 10 hectares. On a 30% de porteurs qui ont plutôt comme visée du foncier de 10 à 30 hectares. 33% 30 à 75 hectares et 11% plus de 75 hectares. Donc on se rend compte que voilà, il y en a pour tout le monde. Hein. On a donc aussi une demande assez importante de petits et de moyens fonciers. Et pour terminer sur cette photographie des porteurs de projets, du profil, des critères qu'ils ont dans leur recherche, on note que pour une bonne part, le critère qui est très regardé lorsqu'ils consultent le répertoire, c'est la qualité du parcellaire, en particulier les parcellaires groupés, les parcellaires qui ont une bonne accessibilité du foncier. Et ça, c'est vrai effectivement pour des porteurs de projets qui ont un projet en élevage et en lait en particulier, mais voilà, c'est un critère très souvent retenu. Le deuxième point, c'est un foncier qui soit dimensionné en cohérence avec le projet, donc d'où la recherche de fonciers assez variés en termes de dimension. On a aussi un regard important sur des candidats, sur le montant des reprises. Il faut savoir qu'effectivement, parmi les porteurs de projets, on a une part de porteurs, de jeunes qui cherchent à venir vers l'agriculture, mais qui ne sont pas forcément sur des plans de carrière. Hein. Ils sont aussi attentifs par rapport à ça, au montant des capitaux à engager, en se disant que peut-être ce ne sera pas pour une carrière qu'ils seront agriculteurs. Et le dernier point, on a aussi une recherche assez fréquente de sites pas trop éloignés des centres urbains. Alors là, c'est lié à des projets qui intègrent une activité circuit court notamment, mais c'est aussi lié au projet de vie des repreneurs. Le lieu de la ferme doit permettre au conjoint de garder son emploi ou tout du moins d'en trouver un. Voilà un peu les points qu'on peut retenir sur les attentes des porteurs de projets. Merci Annette. Donc il semblerait bien que le parcellaire soit un élément très important pour tous les projets d'élevage. À ce sujet, Cyril, peux-tu nous apporter ton expertise ? Ben oui, comme disait effectivement Annette, on voit ce qui ressort rapidement dans la recherche des exploitations pour les repreneurs. C'est un parcellaire groupé, une bonne accessibilité. Donc réfléchir à son parcellaire avant de transmettre, à l'organisation de son parcellaire, c'est quand même assurer un petit peu la pérennité et donner de l'attractivité à son exploitation. Donc pourquoi améliorer son parcellaire ? Quand on est exploitant, effectivement, quand on veut travailler dans de bonnes conditions, effectivement, avoir un bon parcellaire, c'est important. Ça réduit aussi les coûts de production. Ça permet d'adapter son système de production.
d'agir aussi pour l'environnement, ce qui est une donnée importante actuellement, mais aussi, puisqu'on est dans le cadre de la semaine de la transmission, c'est bien de donner de la valeur à son exploitation dans l'optique effectivement d'une transmission. Du coup, pour illustrer un petit peu tout ça, je vais vous parler d'un échange, une petite opération d'échange qu'on a menée dans le nord du département il y a quelques années, et c'était suite effectivement à la cession d'une exploitation. Alors on voit sur la carte en haut à gauche, du coup l'exploitation qui était à céder, c'est celle qui est en vert. On voit le site d'exploitation est à peu près au milieu, là, dans un îlot qui faisait 3 hectares. On voit bien que le parcellaire est compliqué, ne donne pas forcément une grande attractivité ou donne envie ou limite tout du moins les projets qui peut revenir reprendre cette exploitation. Donc le repreneur du coup s'est dit bon, effectivement, avec les voisins, il y a peut-être quelque chose à faire parce que c'est vrai que c'est assez limitant. Et pour mon repreneur, bon, moi j'ai fait ma carrière comme ça, mais là, c'est peut-être bien de réfléchir à quelque chose de plus rationnel. Donc ils se sont mis à 4 là, il y avait 4 exploitants, ils se sont mis autour de la table, on les a aussi accompagnés, ils ont réfléchi et effectivement, quand on voit en bas à droite, on est arrivé effectivement à une situation où on passe de 3 hectares de surface accessible à presque 15 hectares, quoi, soit plus de 11 hectares par rapport à la situation de départ. Ce qui a fait que ça a pu effectivement marcher, c'est que les autres exploitants aussi ils ont trouvé un intérêt, parce que bon, il faut que chacun y trouve quand même un intérêt, c'est dans une optique gagnant-gagnant. Donc là, on voit bien que chacun y a trouvé un intérêt. Après, sur la diapo suivante, c'était pour rappeler que effectivement, plus cette surface accessible est importante, plus effectivement c'est facile de s'adapter à des nouvelles donnes. Ça correspondra pour des repreneurs à une plus grande variété de projets. Si on a un parcellaire effectivement trop morcelé, éloigné, ça va limiter quand même le type de repreneur, quoi. C'est vrai que dans ce type, ce qu'on a vu tout à l'heure, ça s'adressait peut-être plus à des laitiers, mais même pour des élevages un peu hors sol, c'est toujours compliqué quand le parcellaire est de toute façon morcelé et éloigné. Donc voilà, grâce à un parcellaire, on va dire plus groupé et rationnel, on a plus de réactivité dans son système et ça augmente, on va dire, les potentialités de trouver des repreneurs. Quelques exemples, quelques données effectivement très parlantes pour convaincre qu'un parcellaire c'est hyper important au niveau économique et au niveau temps de travail pour un repreneur. Là, alors, puisqu'on parle souvent d'exemples avec des élevages bovins, mais là c'est pour parler par exemple pour un élevage porcin avec des parcelles de culture. Quand on a une parcelle effectivement pour faire des chantiers d'épandage de lisier, situé à 1 km d'ici d'exploitation, donc on va dépenser une unité de fuel et une unité de temps, tandis que une parcelle située à 9 km, on va dépenser 3,5 fois plus de fuel et aussi 3 fois plus de temps. Et pour vous donner un petit rapport, un chantier d'ensilage de 10 hectares de maïs à 10 km, ça correspond quand même à cumuler, tous les transports cumulés à plus de 1500 km sur la distance de Brest à Nice. Donc c'est quand même une donnée très importante. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces parcellaires? Alors qu'est-ce qu'on a comme outil? Donc du coup, si on n'a pas effectivement la chance d'être dans une commune qui est en aménagement foncier, il va rester les échanges volontaires, c'est-à-dire soit des échanges de propriété, soit des échanges de jouissance entre locataires ou des échanges qu'on peut appeler de culture aussi. Alors effectivement, quand on parle de transmission, c'est préférable d'aller vers des échanges de propriété, car ça a un caractère beaucoup plus pérenne et c'est un acte notarié et c'est assez définitif. Parce qu'effectivement, un échange de jouissance, ça peut être assez fragile aussi, et dans le cadre d'une transmission, il n'est pas forcément reconduit. C'est souvent attaché à la durée du bail, donc au moins des échanges de propriété, ça permet d'avoir un échange définitif et de pérenniser son parcellaire. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même anticiper avant, on va dire un peu la recherche d'un repreneur, c'est de prendre cette thématique un peu en amont, parce que c'est vrai que ça prend souvent du temps, il y a pas mal de freins, mais donc si on veut les lever, il faut s'y pencher, mais donc il faut prendre quand même la question assez en amont, quoi. Et là, on l'a dit déjà tout à l'heure, mais un foncier cohérent, ça donne une très forte attractivité pour un futur repreneur.
Alors l'accompagnement que l'on peut faire, nous, ma chambre d'agriculture, parce que c'est pas facile tout seul dans son coin de se lancer, effectivement, même si on connaît bien ses voisins, dans des démarches d'échange parcellaire. Donc, nous, chambre d'agriculture de Bretagne, parce que c'est pas qu'en Ille-et-Vilaine, mais sur tous les départements bretons, on dispose souvent de temps financé pour favoriser, on va dire, l'émergence de projets. On a des conventions aussi avec le département, la région ou les bassins versants, ça dépend où on se situe. Et on se propose effectivement de travailler avec vous pour recueillir et analyser un peu vos besoins, faire une étude cartographique de l'organisation de votre foncier. On peut élaborer des projets d'échange avec vous et vos voisins, c'est-à-dire se mettre en relation, travailler avec des petits groupes pour pouvoir faire émerger des projets, et puis aussi avoir un appui juridique sur tout ce qui est dossier administratif. Donc voilà un petit peu pour parler rapidement, mais en tout cas n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez effectivement travailler sur votre parcellaire. Merci Cyril pour des explications. Frédéric, est-ce que tu veux bien nous parler des aménagements parcellaires que tu mets en place sur ton exploitation et présenter ta structure? Bonjour à toutes et à tous. Frédéric Chevalier, je suis agriculteur à Monterfil depuis 25 ans. Je suis installé dans un GAEC familial au départ, à 4 associés sur 2 sites d'exploitation. Et puis depuis 3 ans, 2 autres associés nous ont rejoints et une salariée également, qui est mon épouse. Donc en fait, les échanges parcellaires chez nous, alors on fait de la production laitière évidemment, et puis sur l'autre site, de la production porcine. L'exploitation laitière, c'est essentiellement de celle-là dont je vais parler, puisque les échanges reposent sur ce site-là. L'exploitation laitière, vous voyez, c'est le gros morceau ici que vous avez signalé par une flèche rouge. Donc en fait, on a à peu près 190 vaches laitières et donc une surface accessible pour les vaches laitières de 75 hectares à peu près sur ce site-là. Les premiers échanges parcellaires, ça remonte à une quinzaine d'années. En fait, moi j'ai grandi avec l'exploitation de mes parents qui était assez morcelée et avec justement des parcelles clés qui n'étaient pas à propriété de mes parents ou en location, et qui donc faisaient en sorte que le pâturage en l'occurrence était difficile et morcelé, quoi. Donc l'arrivée de la génération suivante, donc la mienne, a permis des choses. Et on a réfléchi, les premiers échanges datent d'il y a 15 ans, ouais. On a réfléchi avec un exploitant, simplement à 2, pour faire que une de ces premières parcelles fasse partie de l'exploitation. Et puis après, plusieurs aménagements aussi ont permis d'autres choses. Mais ça a été la base au départ qui a fait que malgré un troupeau assez grand, on va dire, on a toujours privilégié sur l'exploitation la production d'herbe et le pâturage par les vaches. Voilà, ça c'était la réflexion de départ. Ensuite, l'arrivée des 2 jeunes avec nous, Nicolas et Emmanuel. L'exploitation d'Emmanuel, une partie en tout cas, c'était l'exploitation de ses parents, avait des parcelles en proximité des nôtres. Et donc, ça avait un intérêt important, toujours dans cette même logique de conduite en pâturage pour nous. On est sur Monterfil. Monterfil, c'est des terres assez moyennes, hein. On est en plus sur la partie la plus desséchante de la commune. Donc, l'exploitation par l'air nous va bien en termes de ration fourragère. Donc, son exploitation ajoutée à la nôtre nous a conduit plus tard à envisager la réflexion sur le bio. Et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Voilà, donc en fait, on a fait après des chemins accessibles, hein, pour rendre tout ça accessible, et finalement, on s'aperçoit que même un troupeau de 190 vaches, ça pâture très bien aussi dès lors que les parcelles sont accessibles. Vous voyez quand même que malgré tout, il y a encore des îlots qui sont un peu éloignés, mais sur une surface comme ça, c'est facile à comprendre. Alors récemment, si je me rapproche de ce qui se passe aujourd'hui, on a continué notre réflexion. En fait, on l'arrête jamais. La réflexion sur les échanges, elle s'est poursuivie encore cette année parce qu'en fait, dans notre réflexion bio, on a décidé de réhabiliter un site
Alors c'est sur l'autre partie de l'exploitation là. Voilà, sur ce site-là, on a décidé de réhabiliter ce site-là. C'était le site d'un des associés, donc Nicolas. Il y a un bâtiment existant qui a besoin d'être aménagé peut-être, mais il y a une fosse de stockage qui est suffisante. Donc on a décidé de déplacer 60-70 vaches laitières sur ce site-là. Et donc avec cette réflexion-là, vous voyez ce qui s'affiche, les parcelles, là, on a entamé cet été une réflexion d'échange à nouveau de parcelles avec les voisins de ce secteur-là. Donc on est à 4 km du siège principal, là. Mais en fait, toujours dans la logique du pâturage, la décision est venue à nous aussi de pouvoir faire pâturer des vaches sur ce site-là. Donc on imagine une organisation de travail assez simplifiée, avec pas de vélage sur ce site-là, que des vaches en lait, que des vaches à traire, simplement une astreinte liée essentiellement à la traite et à la conduite du pâturage. Pas de veaux, pas de genisses, simplement de la traite. Et donc, la même logique qu'on a appliquée sur le site principal, on s'est intéressé à ces parcelles-là en orange, là, et on est allé voir les différents agriculteurs. Donc, ça concerne 4 exploitations. On leur a proposé un échange. Donc, on possédait des parcelles sur cette zone-là, et puis plus au milieu. Donc, c'est un échange qui nous permet de regrouper là 9 hectares à nouveau, accessibles au pâturage, ce qui fait que de 18, on passe à 25, même 30 si on ajoute ces parcelles-là ici qu'on a également procédé à des échanges. Donc, avec une seule route ici, une route à traverser ici, une ici un peu plus grande, mais ici c'est une toute petite route, donc très facile à organiser pour nous, pour le pâturage, et peut-être un boviduc demain, ça c'est quelque chose dont on y réfléchit déjà. Mais voilà, c'est en fait les échanges parcellaires ici. Il a fallu discuter parce que tout n'était pas gagné. Il y en a un des exploitants qui n'était pas convaincu parce qu'on a des sols de qualité différentes ici aussi, donc il faut aussi en tenir compte et ne pas forcément faire des échanges à surface égale. Mais en fait, sans les échanges parcellaires aujourd'hui, notre exploitation et nos choix, nos convictions qui sont les nôtres aujourd'hui n'auraient pas pu être appliquées de la même façon, en tout cas, c'est certain. Ok, merci Frédéric pour ce témoignage. Donc, en gros, l'aménagement parcellaire, c'est un travail de longue haleine, quoi. Oui, c'est un travail de longue haleine. Je vous expliquais tout de suite là qu'il y avait un des exploitants qui était un peu réticent. Pour la boutade, pour vous donner l'exemple, pour le convaincre, eh bien, la parcelle qu'il récupère, qui est plutôt aussi située dans cette zone, dans la plus à l'ouest, on est convenu ensemble avec les 4 exploitations de faire que la parcelle qu'il récupère, on la draine l'été prochain. On s'était assuré auparavant qu'elle était possible de la drainer et qu'on aurait l'autorisation. Et donc, parce qu'il laisse lui une parcelle drainée, voilà, il considérait que effectivement, c'est des choses qui s'entendent et il faut savoir en tenir compte. Donc, on mutualise les coûts de drainage de sa future parcelle de manière à ce qu'il soit tombé d'accord. Et voilà. Ok. Tout à l'heure, avec Annette, nous avons vu qu'un nombre de plus en plus important de porteurs de projets s'intéressent à l'agriculture biologique. Swazig, tu es conseillère spécialisée en agriculture bio. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Donc, par rapport aux quelques chiffres, donc sur l'installation en agriculture biologique. Donc le graphique là à gauche, les barres, nous montre le nombre de projets bio depuis 2005 à l'échelle de la Bretagne. Donc on voit qu'aujourd'hui, depuis maintenant 4-5 ans, et les intentions là, évoquées par Annette le confirment, on est aujourd'hui très concrètement à plus de 30% d'installations qui se font en agriculture biologique. Donc, ce chiffre est à peu près, on est autour de ces valeurs-là pour l'ensemble des 4 départements bretons. Donc, 30% aujourd'hui des installations finalisées, les installations aidées se font en bio et auxquelles on peut rajouter aussi les installations non aidées.
Donc sur le profil, par rapport au graphique que montrait tout à l'heure Annette sur les typologies d'exploitation, là on voit la part beaucoup plus importante des cultures et du maraîchage, puisqu'on a 64 projets sur les 154 qui concernent ces activités. En deuxième, on a malgré tout l'activité bovin-laitière qui reste très présente dans les installations aidées bio sur la Bretagne. Et puis derrière, on va avoir des installations en volaille, principalement ces dernières années, poules pondeuses et volailles de chair. Voilà, plus volailles de chair en Ille-et-Vilaine, poules pondeuses plus dans le 22 et le 56. Et puis un panel d'autres installations avec des activités mixtes. Donc, sur les 54 toujours installations bio, toujours en 2019, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on va avoir pratiquement autant de reprises d'exploitation bio que de conversion. Donc, des exploitations qui vont être reprises en conventionnel et qui vont subir les 2 années de conversion pour que les jeunes derrière accèdent aux plus-values bio dans chacun de leurs débouchés. Donc, on voit bien là, le graphique à droite, c'est les conversions. Donc, majoritairement, elles ont lieu en culture en maraîchage, mais on voit que c'est pratiquement, on n'est pas loin d'être à la moitié, un peu moins de la moitié en bovin-laitière. On est aussi en conversion au moment de l'installation. Donc, reprise d'une exploitation conventionnelle et conversion au moment de l'installation. Voilà. Pour les autres, on voit aussi, volaille et exploitation mixte, on est sur les mêmes tendances. Donc, il y a bien des reprises d'exploitation conventionnelle qui vont être passées en bio. En nombre aujourd'hui, on est à peu près à 13% des fermes bretonnes. Donc, les futures exploitations bio ne sont pas isolées dans leur territoire. On a plus de 800 exploitations par département, avec un record en Finistère qui correspond aussi à bon nombre de plus petites exploitations en lien avec l'activité production maraîchère et légumière qui est plus nombreuse là-bas. Voilà, alors le profil de ces jeunes installés en bio, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord qu'il est beaucoup plus féminin, on a 2 fois plus de femmes en bio qu'en conventionnel. On va avoir aussi, ce qui a été évoqué précédemment, beaucoup plus de candidats hors cadre familial, beaucoup plus de candidats qui ne sont pas issus du milieu agricole, et aussi, un fait vraiment marquant dans les projets, beaucoup plus de ventes directes mises en place par les jeunes installés, et aussi d'ateliers de transformation. On voit que là, les chiffres n'ont rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui en conventionnel. Donc, ça permet aussi de valoriser des SAU en moyenne plus réduite. Ça traduit aussi le nombre de fermes maraîchères avec de toutes petites surfaces. En panel, par exemple, je regardais en panel de production lait, bovin-lait, on a un écart très très important entre les situations et on est à peu près sur le même panel de diversité des situations qu'en conventionnel. Donc après, le point essentiel à comprendre quand on veut transmettre sa ferme, qu'on était en conventionnel et qu'on veut transmettre à un porteur de projet bio, c'est ces fameuses 2 années de conversion. 2 années de conversion des cultures annuelles et des prairies, qui correspondent à la majorité des situations. Ces 2 années-là, elles peuvent peser lourd dans la réussite du projet. Souvent, ces 2 années qui ne sont pas dans les équilibres économiques. On va avoir un besoin de trésorerie très important puisque tous les intrants de la ferme sont à acheter en bio, alors que dans la majorité des cas, les produits sont vendus sur le marché conventionnel. Donc là, cette gestion de la phase de conversion, lorsque vous avez des porteurs de projets qui s'intéressent à votre ferme, c'est vraiment un point de discussion très très important sur la meilleure façon d'anticiper. C'est pas tout convertir sa ferme en bio 2-3 ans après un repreneur, c'est pas forcément la meilleure des solutions. C'est vraiment au cas par cas, mais d'être bien conscient que ces 2 années-là, économiquement, pour un jeune, c'est compliqué. Voilà, donc là, les facteurs de réussite. Donc voilà, ces 2 années, je le redis, ça peut aider de les anticiper, mais ce n'est pas forcément le plat unique. Voilà, il faut le réfléchir ensemble avant avec le porteur de projet. On revient sur des fondamentaux en production laitière. La place du pâturage dans les systèmes bio actuels est quand même importante, même si là encore il y a plusieurs solutions, mais c'est quand même essentiel. Ça représente la majeure partie de la réussite économique et technique des systèmes bio laitiers. En volaille et en production porcine, c'est le coût des bâtiments qui va aussi être important, le coût de mise aux normes, de transformation des bâtiments pour des réorganisations
de production. L'autonomie alimentaire, alors là évidemment ça ne concerne que les productions porcines qui fassent, mais le lien au sol peut être également très important, hein. Demain ce sera un facteur essentiel sur la réglementation, l'autonomie alimentaire dans les fermes, ou la contribution à l'autonomie alimentaire globale des fermes bio. En grande culture, on voit des projets de transformation arriver qui permettent de valoriser des surfaces de taille moyenne. Là, attention, ce sont souvent des équipements qui coûtent très cher. Il faut bien chiffrer les investissements à l'échelle individuelle, voire leur rentabilité. Et en maraîchage, c'est comme les autres, mais encore plus encore, puisqu'ils s'installent souvent sur des petites surfaces, c'est la qualité des terres qui vont être dévolues à la production de légumes, et puis derrière l'organisation, et puis bien renforcer l'étude de marché pour avoir optimisé le circuit de vente des produits. Merci Swazik. Frédéric, je crois que tu nous l'as dit, tu es en conversion bio, vous avez plusieurs productions. Est-ce que tu peux nous parler comment vous allez vous organiser, vous tous associés? Écoute, en fait, oui, on est en conversion bio depuis le mois de mai de cette année. Donc en fait, l'organisation, elle s'est imposée à nous un petit peu par... Donc vous l'aurez compris, pour l'instant, une partie de l'exploitation entame sa conversion en bio pour 230 hectares, non, à peine 200 hectares, et en fait, une autre partie reste en conventionnel avec le porc. Donc en fait, l'idée, c'était la laiterie, notre laiterie nous a un petit peu imposé des choses parce qu'en fait, elle souhaite pouvoir commercialiser du lait qui provient, dont elle peut justifier qu'il provient à 100% d'exploitation bio, ce qui n'est pas le cas de notre exploitation. Donc en fait, on a décidé d'un commun accord avec les 6 associés de séparer les 2 structures, de faire 2 structures en fait, une structure porc et une structure laitière. Alors en fait, cette décision s'impose à nous par rapport à la réglementation, mais elle a un autre sens en fait, parce que puisqu'on parle de transmission, d'exploitation, mes deux associés qui sont ma sœur et mon beau-frère sur le site port ont la cinquantaine bien passée et en fait ils n'ont pas d'enfants qui ont l'intention de reprendre cette exploitation-là. Donc l'idée de séparer les 2 exploitations-là prend du sens aussi dans le sens où on peut-être qu'il sera difficile à l'avenir d'imaginer pérenniser notre exploitation telle qu'elle est aujourd'hui, avec 2 sites distants de 14 km, avec une production porcine en conventionnel d'un côté et une production laitière en bio, sachant qu'il est possible que l'exploitation porcine soit reprise par des tierces personnes ou d'autres jeunes. Donc finalement, le fait est que l'on passe en bio nous a obligés aussi à commencer à réfléchir à transmission, en tout cas de notre exploitation, et c'est plutôt plus facile à faire en ce moment puisque chacun repart avec des actifs et c'est plus facile à diviser. Imaginez que ça fait 25 ans qu'on est ensemble, donc on a la chance de bien s'entendre, donc on le fait dans de bonnes conditions et avec une logique commune à chacun. Donc, mais effectivement, nos choix, enfin ces choix-là se sont un peu précipités, mais c'est même plutôt c'est plutôt constructif. D'accord. Annette, je reviens vers toi. Quid des exploitations spécialisées? Alors, pour parler d'exploitation spécialisée, donc on va faire un tour d'horizon sur 3 productions, les veaux de boucherie, la volaille et le porc. Donc, Réunion va prendre fin dans 10 minutes. Ce sont les collègues donc, qui sont spécialisés dans ces productions, qui ont fait un retour sur la manière dont ils voyaient la transmissibilité de ces élevages. En veau de boucherie, donc au dire de Philippe Briand, conseiller spécialisé, dans cette production, l'intégration est garante d'un revenu régulier pour l'éleveur. On a des intégrateurs qui voudraient plutôt des candidats capables d'investir dans du neuf, mais ça reste quand même des investissements très lourds. Et du coup, les bâtiments d'occasion peuvent être une opportunité pour s'installer en veau de boucherie sous plusieurs conditions.
d'après lui, donc, que les bâtiments et les équipements ainsi que les abords soient en très bon état. La deuxième condition, que le prix de vente soit cohérent avec les résultats techniques et économiques qui sont attendus par le repreneur, qu'il y ait la possibilité de faire des évolutions sur les sites. Et la quatrième condition, c'est qu'il puisse y avoir des surfaces à exploiter pour sécuriser le plan d'épandage. Donc une production qui a été hors sol, mais qui en fait aussi a besoin de surface. Qu'en est-il des volailles? Donc là, c'est l'avis d'Élodie Dezac, conseillère spécialisée en aviculture, qui nous dit que pour la volaille, en fait, il y a aujourd'hui beaucoup d'incertitudes sur les modes d'élevage de demain et du coup, peut-être des difficultés pour la reprise des sites qui n'ont pas de terre. Parce que dans les tendances que l'on voit, c'est d'aller vers des bâtiments qui permettent la sortie des volailles ou qui ont au moins un jardin d'hiver. Donc en volaille de chair classique, le modèle de bâtiment qui se dessine, c'est des bâtiments dynamiques avec fenêtres et sol béton. Ça sera d'ailleurs des conditions, des obligations pour pouvoir livrer les volailles aux abattoirs. On peut aussi, malgré tout, avoir une demande de quelques bâtiments statiques avec jardin d'hiver ou parcours pour faire du poulet certifié. Voilà, reste à voir quel est l'avenir de ce type de production. Pareil en poule pondeuse, donc on voit des élevages qui se tournent vers le code 2, donc c'est avec possibilité de pondeuse au sol ou avec des volières sans accès extérieur. Pareil, la question c'est quelle est la pérennité de cette filière. Donc pour les repreneurs qui ont globalement envie donc de s'installer en volaille, il y a certes de la demande. Il faut réunir aussi des conditions de foncier. Ça va être important. Et il faut aussi que les prix de reprise soient raisonnables, d'autant plus s'il y a des travaux importants à réaliser. Voilà. Et enfin, pour la production porc, donc c'est Nathalie N, conseillère d'entreprise qui est spécialisée en porc, qui nous fait aussi son analyse. En porc, là, comme pour d'autres productions, il y a un problème de renouvellement, il y a peu de candidats par rapport au nombre d'offres qui se présentent. Pour elle, les conditions pour transmettre, c'est d'avoir du foncier qui permette au moins de faire une phase partielle et qui permettent aussi d'avoir des conventions d'épandage. La deuxième condition, que les installations et les bâtiments soient en état et évolutifs, d'être aux normes environnementales, de ne pas baisser les bras aussi en fin de carrière, rester performant pour que le repreneur puisse reprendre un outil sur des bonnes bases. Il faut être aussi prêt à faire des pré-vendeurs parfois, compte tenu du montant des capitaux qui peuvent être à engager. Et dernier point, c'est aussi de s'entourer. Ça peut être important d'avoir un regard autre sur un projet de reprise que celui du groupement. Voilà, un regard neutre qui permette de consolider la faisabilité du projet. Et donc, si vous avez des candidats en porc, eh bien, il faut les choyer parce qu'ils ne sont pas nombreux. Quels sont les autres leviers qui pourraient permettre d'améliorer la transmissibilité des exploitations? Alors là, j'en ai relevé quelques-uns. Certains pour lesquels on a peut-être plus la main que d'autres. Le premier point, c'est la cohérence entre la surface et la production. Ça, c'est important de garder ça à l'esprit. Et quand je dis ça, c'est peut-être par rapport aux éleveurs laitiers qui seraient tentés en fin de carrière de reprendre des volumes de lait pour se dire qu'on donne plus d'attractivité à son exploitation. C'est pas forcément pertinent. Ce qui est surtout pertinent, c'est la possibilité, c'est l'autonomie fourragère qui va être importante et qui sera aussi sur lequel les porteurs de projets vont porter intérêt. Le deuxième point, c'est vrai pour toute production, on l'a déjà entendu, mais
en fin de carrière, voilà, pouvoir maintenir les bâtiments et les équipements en bon état, avoir aussi des bâtiments évolutifs. Un bâtiment peut avoir une nouvelle carrière dans une nouvelle production. Donc ça peut être voilà, des éléments à mettre en avant lorsqu'on fait une offre. Ce qui va être important, comme je dis au départ aussi, c'est le montant des reprises. Il faut que ces montants soient en adéquation avec les potentialités de l'exploitation. Et l'offre peut être aussi de donner de la transmissibilité si, par exemple, on accepte de louer le foncier. C'est une ouverture supplémentaire pour l'attractivité de votre offre. Le point important, ça peut être aussi la disponibilité de la maison. Alors, la maison, elle peut être effectivement un plus ou un inconvénient. Le point important, c'est que si la maison est au centre du corps de ferme, c'est plutôt important et même nécessaire qu'elle soit dans l'offre pour que un nouveau projet puisse y perdurer. Et les deux derniers éléments, c'est l'intégration dans l'environnement social. Les porteurs de projets peuvent être sensibles à ce que dans l'environnement à l'exploitation, il y ait la possibilité de faire partie d'équipes d'entraide ou de CUMA, d'autant plus s'ils ne sont pas intéressés d'investir dans du matériel. Et le cadre de vie peut aussi donner un plus quand c'est possible. Ok, merci Annette. Le dernier point, c'est juste la partie, excuse-moi Jean-Michel, j'avais juste un dernier point, la transmissibilité, elle va être aussi liée au cédant en tant que tel. La transmission, c'est une exploitation qui accueille un projet, mais c'est aussi une rencontre entre des personnes, des cédants et des repreneurs. Et c'est important que le cédant soit dans une posture volontaire pour accueillir des repreneurs. Et donc, ça veut dire derrière une posture où on est clair sur ce qu'on veut pour sa transmission, on s'ouvre à d'autres projets et on se met dans la posture d'accueillir, de se donner les moyens pour accueillir un repreneur. Voilà, c'est terminé. Merci Annette. Laurence, il nous reste très très peu de temps, donc je suppose qu'il y a eu des questions. Oui. Il y a eu beaucoup de questions, donc du coup, en fait, il faudrait des réponses très brèves. Ouais, non, mais attends, s'il te plaît, oui. On va plutôt répondre aux questions ultérieurement. Il nous reste 2 minutes. 3 minutes. Là, oui. Voilà. Minutes. Alors donc déjà, je voudrais une question. J'aurais bien aimé donner la parole à Frédéric une dernière fois, qui est là en tant que témoin et qui pourrait peut-être apporter un conseil aux futurs cédants vis-à-vis de son expérience. Et Laurence, si on a du temps, on va essayer de répondre après, mais s'il nous reste du temps un peu. Alors, moi, je suis pas encore cédant, j'ai 48 ans, j'ai encore quelques années à faire. Mais un conseil, c'est si véritablement ils se sont épanouis dans leur carrière, dans leur métier, c'est de faire en sorte qu'ils transmettent ça à quelqu'un. Que ce soit leurs enfants ou que ce soit un tiers repreneur, un jeune, mais l'essentiel il faut savoir se vendre, et je pense que la relation que l'on construit avec le repreneur est essentielle pour que les choses avancent. Après, moi personnellement, je serais attaché à ce que ça se passe comme ça, parce que c'est le fruit de tout un travail, de toute une vie, donc j'aurais à cœur qu'elle soit transmise et qu'elle puisse... et que ce que j'ai entamé puisse perdurer par la suite. Mais il faut... je pense que l'exemple que Cyril nous a montré, il est parlant aussi, parce que d'une exploitation type, il faut parfois savoir s'entourer de personnes compétentes pour s'imaginer autre chose. Et il y a des porteurs de projets qui ont d'autres idées que les nôtres et qui voient autre chose dans l'exploitation qu'est la leur. Donc, rien n'est impossible, il faut parfois juste faire les bonnes rencontres. Ok, merci Frédéric. Donc Laurence, tu as 1 minute pour nous faire une synthèse des questions qui t'ont été posées. Et on répondra ensuite, ultérieurement, dans l'après-midi, aux questions qui nous ont été posées. On t'écoute ? Alors déjà,
question pour Soisic. Donc, la période d'agriculture de 2 ans de conversion pour l'agriculture biologique. Donc, la question, c'est de savoir si jamais c'est valable pour toutes les productions, y compris le maraîchage. Autre question aussi, si jamais on s'installe l'année prochaine, en 2021, comment ça se passe pour la conversion? Alors, je ne sais pas comment faire, parce que j'ai aussi des questions pour les échanges parcellaires. Est-ce que Soisic répond peut-être à cette question rapidement déjà? Et échanges parcellaires, on ne répondra pas. Excuse-moi, Laurence, il est 14 heures. La conférence va se couper toute seule, je pense. Donc, on va répondre à toutes ces questions. Moi, je voudrais remercier tous les participants, et notamment Frédéric, qui a bien accepté de témoigner, et donc de vous remercier pour cette conférence.